fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, le recueillement à Allinges, en Haute-Savoie. 7 ans après l'accident de car meurtrier, les familles des victimes ont honoré leurs défunts en ce jour d'inauguration du contournement routier tant attendu. La journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de rappeler l'importance du dépistage. Tests et prises de sang portent leurs fruits. L'épidémie est-elle pour autant enrayée? Le docteur Pascal Leclerc du service infectiologie du CHU de Grenoble sera notre invité. Et puis la fameuse maison Keller pourrait reprendre du service. Le propriétaire de cette bâtisse insolite envisage de lui donner un second souffle pour en faire un complexe restauration, musée, espace de loisirs et bureaux. À voir en fin de journal. À 19h30, vous retrouverez Karl Gessler pour l'édition nationale et deux grands titres. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Après un an de gel, les tarifs de péage d'autoroute vont augmenter en février. Malgré l'étonnement du gouvernement, les concessionnaires ont bien le droit d'augmenter les prix, conséquence d'un bras de fer juridique. Et puis, témoignage rare dans ce 19-20, les pompiers de Paris se confient. Ils étaient en première ligne pour secourir les victimes des attentats. Des images de guerre au cœur de la capitale. Même pour ces hommes formés aux situations d'urgence, il faut apprendre à dépasser le traumatisme. 7 ans après le drame d'Allinges, une page se tourne pour les familles des victimes. Une cérémonie s'est déroulée ce matin en présence des parents des 7 enfants morts en 2008 dans la collision d'un car scolaire et d'un TER. Cérémonie qui marque la fermeture du passage à niveau meurtrier et l'inauguration d'un contournement routier. Marion Feutry, Serge Vorette. Des gerbes de fleurs et une stèle pour les victimes de l'accident d'Allinges. Dessus, les visages des 7 enfants disparus. Un moment silencieux, fort pour les familles, 7 ans après le drame. Quand on perd un enfant, on ne se remet jamais. Donc la plaie est toujours ouverte. Et forcément, un moment comme ça, c'est toujours émouvant et important pour nous de tourner la page et d'avancer et de marquer d'une pierre, justement, cet accident. Voilà. 2 juin 2008, 7 collégiens perdent la vie lorsque leur car scolaire est percuté par un TER sur ce passage à niveau. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le tristement célèbre passage à niveau 68 est aujourd'hui fermé, remplacé par un contournement d'1 kilomètre et un pont routier. C'est la réalisation d'un ouvrage impressionnant, 17 millions d'euros, cofinancé à 50% par le département. Et les dispositions que nous avons prises à ce moment-là nous permettent de sécuriser ce site. Cette nouvelle route est une victoire pour les familles des victimes, mais le combat continue contre les passages à niveau dangereux, aux côtés de la SNCF. L'association Sourire des Anges apporte des idées et pas seulement des demandes. Apporte des idées que nous testons sur cette portion de voie ici, dans la zone d'Allinges, et qui va nous permettre de progresser, certes ici, mais aussi dans toute la France. Sensibilisation du public, détecteurs de masse inerte, marquage, feux lumineux, les pistes de travail sont nombreuses pour améliorer la sécurité des 15 000 passages à niveau de France. En région Rhône-Alpes, 19 sont toujours classés dangereux. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane qui se sont déroulés à Échirolles en septembre 2012. Deuxième jour des interrogatoires des accusés sur le fond de l'affaire. Des accusés qui nient à tour de rôle avoir eu un geste meurtrier. Les parties civiles, elles, sont excédées. Jean-Christophe Solari, Franck Serroni. Mohamed Eladj hier, Youssef Camara ce matin. Au fil des jours, les familles de Kevin et Sofiane entendent un à un les 12 accusés s'exprimer sur cette soirée sordide. Des accusés questionnés par le président de la Cour d'assises des mineurs, l'avocat général et les avocats des parties civiles et de la défense. Et malgré cela, le mutisme de ces jeunes hommes est total, ou presque. Une attitude consternante pour la mère de Kevin, pédiatre de profession. Non seulement ils ne prennent pas la mesure de la gravité des faits, on se demande s'ils ne pourraient pas reproduire ces faits si demain ils étaient mis en liberté, dans la mesure où ils n'ont aucune critique, une analyse sur leurs faits, et qui se renvoient la balle. Donc j'ai envie de vomir, je suis écœurée, et j'ai pas envie de ne pas croire à une humanité possible chez ces jeunes gens. Vous espérez toujours rien. Ça me fait mal de croire que des jeunes qu'on a élevés dans cette société, qu'on a vu grandir, on arrive à un tel vide.
Un troisième accusé, Eraba Diakabi, a lui confirmé ses dépositions cet après-midi. Il a reconnu avoir été présent sur les lieux en possession d'un pistolet à grenaille et s'être battu au poing avec Kevin Noubissi. Mais pour son avocat, cela ne relève pas de l'homicide volontaire. Donc dès lors qu'on est présent sur la rixe, qu'on arrive le premier sur cette rixe et qu'on se bat en tête-à-tête, puisque ça aussi ça a été confirmé par certains témoins, moi je considère qu'il y a éventuellement la responsabilité d'une violence en réunion, mais qu'il n'y a pas d'intention homicide de par la participation à cette bagarre. Au fil des auditions, les familles des victimes entrevoient la possibilité de ne jamais savoir qui des 12 accusés s'est acharné sur leurs disparus. La douleur, portée depuis 3 ans, réactivée avec ce procès, n'en est que plus vive. Voilà, Jean-Christophe Solari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Christophe, vous Bonsoir, suivez Daniel. ce procès pour nous depuis le début. Il y avait normalement 3 jours d'audition des accusés sur le fond de l'affaire. Au final, le procès ne pourrait-il pas être plus long que prévu ? Effectivement, Daniel, vous savez que ce procès était calibré, programmé sur 6 semaines, mais au vu de la longueur des interrogatoires, il pourrait effectivement bien s'allonger. 3 jours donc seulement étaient prévus pour interroger les 12 accusés et ce soir, au bout de 2 jours d'interrogatoire, la Cour n'a entendu que 3 des accusés. Alors, une semaine de rallonge avait été prévue par le tribunal de grande instance, mais c'est la limite supérieure. Ensuite viennent les fêtes de Noël, tout le monde voudra peut-être penser à autre chose. Et puis nul ne sait surtout quelle sera la capacité de jugement des jurés au bout de ce long marathon judiciaire. Y a-t-il du coup un risque que ce prolongement fasse monter la tension d'un cran en plus ? Effectivement, Daniel, on l'a senti, les familles des victimes sont excédées par l'attitude des accusés et par les manœuvres aussi de certains avocats de la défense. Jusqu'à présent, elles ont su taire leur colère, mais qu'en sera-t-il au bout de plusieurs jours de silence, d'amnésie répétée de la part des accusés ? On peut se poser la question. Et puis le risque de tension existe aussi parmi les accusés. Certains, on le sait, mettent la pression sur d'autres dans les fourgons qui les raccompagnent en prison ou lors des repas pris dans la souricière. Merci Jean-Christophe Solari. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Le professeur Pascal Leclerc répondra à nos questions dans quelques minutes, mais tout de suite, ces chiffres. Il y a à ce jour 891 patients soignés en Isère. Ils sont 296 en Savoie et 1093 en Haute-Savoie. Alors si le préservatif reste la solution la plus sûre pour éviter la contamination, le dépistage est en progrès. Il permet aujourd'hui de contrôler l'épidémie en France. Reportage ce matin dans un cabinet de Saint-Martin-d'Air en Isère. Cédric Picot, Dominique Semet. C'est le moyen d'être fixé sans attendre. Une goutte de sang, quelques révélateurs et une réponse quasi immédiate. Utilisé depuis quelques années, le test rapide du VIH a prouvé son efficacité sous certaines conditions. Il faut être sûr qu'on n'a pas pris de risque dans les 3 mois précédents. Il y a un délai plus long que par rapport à la prise de sang. La prise de sang, ça permet de savoir, on a un délai qui est réduit à 4 à 6 semaines, alors que là, ça nous renseigne sur ce qui s'est passé il y a 3 mois. Test rapide ou analyse sanguine complète. Le dépistage est un outil fiable pour contrer la propagation du VIH. Si le préservatif reste le moyen de prévention le plus efficace, une bonne connaissance de son état de santé permet aussi de mieux se soigner et de protéger les autres. Une fois que la personne sait qu'elle est séropositive, qu'elle est porteuse du virus, à ce moment-là, elle va être mise sous traitement. Comme elle est mise sous traitement, la charge virale n'est plus détectable dans le sang et elle ne va plus transmettre le virus. Donc c'est en ça où le dépistage est une des premières armes de prévention du VIH. En France, on estime que les 2/3 des contaminations au VIH sont dues à des séropositifs qui s'ignorent. Si les nouvelles thérapies permettent de mieux vivre avec le virus, le dépistage est aussi un moyen de juguler sa propagation. C'est ce qu'on appelle la prévention combinée. On a les outils pour venir à bout de l'épidémie de VIH. Les outils, c'est le dépistage et le traitement universel. Si les personnes séropositives qu'on découvre, on les met sous traitement, elles seront moins contaminantes, l'épidémie va baisser, etc. Donc on a les outils, on a le levier. Stabilisée depuis quelques années en France, la propagation du VIH fait encore des dégâts. L'année dernière, plusieurs milliers de personnes se sont fait dépister dans les Alpes. Pour 99 d'entre elles, le test s'est révélé positif. Bonsoir, docteur Leclerc. Bonsoir. Alors, vous travaillez au service d'infectiologie au CHU de Grenoble. Vous nous confirmez que l'épidémie du sida est sous contrôle aujourd'hui en France ? Alors, le nombre de nouvelles personnes infectées est stable en France depuis plusieurs années. On l'estime entre 6 000 et 7 000 personnes qui s'infectent tous les ans. Donc ça ne diminue pas.
c'est stable. Ce qui a beaucoup changé, c'est que les patients qui sont infectés vont beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années. Donc ils peuvent vivre longtemps avec leur virus et plutôt pas trop mal. Donc finalement, le nombre de personnes suivies augmente un petit peu, puisque les patients qui sont déjà infectés, par chance, vivent longtemps. Il y a toujours les fameux 6000 nouveaux par an. Les tests rapides, la prise de sang, on a vu ça dans le reportage. Quelle est leur fiabilité respective ? Alors le test rapide, ça a l'avantage, comme son nom l'indique, d'aller vite. Ça a l'avantage de pouvoir être fait hors système de soins traditionnels, avec les autotests, qui peuvent être faits maintenant à partir des pharmacies. L'inconvénient, ça a été signalé, c'est que ça ne marche pas pour la primo-infection. La primo-infection, c'est le moment où on attrape le virus. C'est la période de la vie où on est le plus contaminant. Et là, l'autotest sera négatif puisqu'il ne se positivera que 6 semaines plus tard. La prise de sang ? La prise de sang sera positive, elle. D'accord, toujours et à 100%. À 100%. Alors, il y a aussi le PrEP, la PrEP et le fameux médicament, le Truvada, mis en avant par le ministre de la Santé, votre ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce médicament miracle qui se prend juste avant l'acte, c'est ça ? Voilà, le Truvada, c'est un médicament que nous, on connaît bien, parce que c'est un médicament qui fait partie de la trithérapie des patients séropositifs qu'on soigne. Donc, on le connaît bien, et donc c'est un antirétroviral. Et il y a 2 essais, un grand essai américain, un essai français, qui démontrent que sur une personne qui n'est pas infectée, si dans son sang, il y a ce fameux Truvada et qu'il est exposé au virus pendant une relation sexuelle, le virus n'arrivera pas à se multiplier sur cette personne. C'est donc un éventuel traitement préventif, mais évidemment, ça ne marche que s'il est déjà dans le sang au moment de la rencontre du virus. Comment vous voyez l'arrivée de ce médicament sur le marché ? Pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques autour de cette prise de médicaments ? Alors, c'est des médicaments qui sont quand même faits pour être utilisés dans le cadre de ce qu'on appelle une prévention combinée et dans des populations qui sont très à risque. Il faut savoir que c'est des médicaments qui ne seront distribués que dans les services hospitaliers par des médecins spécialisés. Et c'est tout sauf un traitement de l'urgence. Aujourd'hui, pour être bien clair, tout le monde guérit du sida, peut guérir du sida ? Ah non, hélas non. Personne ne guérit du sida. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quelqu'un qui est séropositif, grâce au traitement antirétroviral, on l'empêche d'aller vers la maladie sida. Donc il va rester séropositif toute sa vie, sera contraint de prendre un traitement toute sa vie, mais par chance, ces médicaments vont permettre aux gens de pouvoir vieillir, avoir des enfants, des petits-enfants, afin de regagner une vie la plus normale possible. On vous remercie, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Un séisme d'une magnitude 2 a été détecté ce matin vers 6h30 dans le nord-est de la Haute-Savoie. L'épicentre serait localisé sur la commune de Sixte-Fer à cheval, à 9 km au nord de Chamonix, à une profondeur de 2 km. Aucune conséquence. Et justement, notre série cette semaine porte sur le risque sismique dans les Alpes. Dans ce deuxième volet, nous allons découvrir les principaux séismes qui ont marqué la région. Corançon, dans le Vercors, ou Épagné, en Haute-Savoie, par exemple, sont toujours gravés dans les esprits 20 ans après. Renaud Gardette, Maxime Kemener. Hier matin, un épouvantable grondement a réveillé les habitants à 5h45. La terre tremblait. Les croix se sont 25 avril 1962, le village de Corançon en Vercors est frappé par un séisme d'une magnitude 5,3. C'est l'un des plus gros tremblements de terre dans les Alpes. Le tremblement de terre a duré une dizaine de secondes, une éternité. L'horloge marque désormais l'heure du drame. Réveil en catastrophe donc la nuit dernière pour les habitants de la région d'Annecy. Vers 2h du matin, la terre a tremblé. Voitures endommagées, cheminées effondrées, vitres cassées, murs fissurés. L'heure est à l'inventaire et au nettoyage. Les gens tremblaient. J'ai cru que la maison allait s'écrouler. Un autre événement a marqué les esprits. Le 15 juillet 1996, une faille souterraine lâche d'un coup dans la nuit à quelques kilomètres d'Annecy, dans le village d'Épagny. L'église est entièrement fissurée. Elle est aujourd'hui réparée. Le séisme d'une magnitude 5,2 a eu lieu il y a presque 20 ans, mais les habitants s'en souviennent comme si c'était hier. On dirait c'est comme un coup de tonnerre que ça a pété. Mais c'est incroyable quoi, comme ça. C'est comme une bombe, quoi. Ça éclatait, ça m'a mis en sursaut, quoi. Bon, voilà. On se demande ce que c'est. Nous, on avait cru que c'était quelqu'un qui était rentré dans le mur du magasin, et puis après, on s'est bien rendu compte que c'était autre chose. Moi, j'ai le souvenir d'un très grand bruit,
Mon mari m'a tout de suite dit c'est un tremblement de terre, donc on a vite quitté la maison, on est sortis et tous les gens étaient dans la rue. Au-delà du traumatisme, les autorités ont pris au sérieux cette menace sismique. Un plan de prévention a été adopté ici. L'architecture parasismique est obligatoire. Certaines zones sont classées inconstructibles par la mairie qui a elle aussi été entièrement reconstruite. Nos populations ont été un petit peu perturbées pendant une dizaine d'années, mais nous on en tient compte, même pour nos établissements publics. Il faut savoir que ça a quand même un coût sur les équipements publics qui sont de l'ordre de 5 à 10%. Les Alpes sont l'une des régions les plus sismiques de France. Les tremblements de terre de faible intensité sont quotidiens. Les autres, ceux de magnitude 6 ou 7, sont plus rares, mais possibles. Les pompiers se préparent donc régulièrement à un scénario catastrophe. Mais en amont, comment se protéger? Quels sont les bons comportements en cas de forte secousse? Le jour où il y a une secousse, la première secousse, il est important de rester là où on est pour être en sécurité, rester dans son lit si c'est la nuit, rester dans sa maison si c'est la journée, ne pas évacuer tout de suite parce qu'il peut y avoir des objets qui peuvent tomber, donc se mettre à l'abri sous une table par exemple, sous un linteau de porte et seulement évacuer une fois que la première secousse aura eu lieu. Prochain épisode de notre série, départ dans la Chartreuse enneigée pour comprendre l'origine des séismes. On n'arrête pas le progrès. Les premiers compteurs intelligents Linky ont été déployés aujourd'hui à Échirolles, en Isère. À terme, tout le pays sera équipé de ces nouveaux compteurs électriques communicants imposés par l'Union européenne. Après Échirolles viendront Saint-Martin-d'Hères, puis Fontaine et Pont-de-Clé. 570 000 Linky seront installés en Isère, puis ce sera au tour de la Savoie et de la Haute-Savoie. Des vitrines en trompe-l'œil pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Cette idée simple et originale est visible à la Tour du Pin en Isère. Les façades des boutiques vides ont été habillées afin d'égayer les rues et attirer de nouveaux investisseurs. Cédric Picot, Florine Heba. La devanture est prête, mais pour l'ouverture, il faudra encore un peu patienter. Bienvenue devant l'un des 5 commerces en trompe-l'œil du centre-ville de la Tour du Pin. Installées depuis quelques jours, ces vitrines se sont déjà fondues dans le paysage. Sur le principe, oui, j'aime bien, effectivement, pas avoir des choses comme ça inhabitées, autant mettre de la couleur et quelque chose qui anime un petit peu, oui, pas de problème. Ah ben c'est pas mal, ça fait de l'animation plutôt qu'une vitrine fermée. Voilà. La vitrophanie permet de rhabiller la devanture d'une boutique vide pour quelques centaines d'euros. Grâce à ces façades réalistes, le linéaire reste harmonieux dans les rues du centre, une illusion qui ravit les vrais commerçants. Quand vous avez comme voisin un magasin qui est fermé, qui n'est pas forcément appétissant, c'est mauvais pour l'image de votre boutique. C'est d'abord les commerçants qui sont riverains de ces 5 boutiques, qui seront peut-être 10, je l'espère, l'année prochaine. C'est d'abord eux les premiers bénéficiaires et leur clientèle. Rhabiller les devantures, un élément de la politique de revitalisation du centre-ville pour la mairie et la communauté de communes. Sur chaque trompe-l'œil, un contact permet aux éventuels repreneurs de se manifester. Pour les élus, l'objectif final est bien de rouvrir ces commerces. C'est une stratégie globale qui intègre tout et qui permet effectivement aux commerçants en place de voir qui est susceptible de s'installer, à nous de nous battre pour qu'ils viennent s'installer, et aux investisseurs de voir comment ils seront installés. L'opération d'habillage des vitrines pourrait se poursuivre en 2016 dans cette autre rue du centre. À la Tour du Pin, 10% des boutiques sont aujourd'hui fermées, une situation que la ville partage avec bon nombre de communes de la région. Cette polémique à découvrir plus en détail sur notre site internet. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, dénonce les incohérences du gouvernement à propos du projet d'élargissement de l'A480 pour contourner la ville, un projet défendu par le préfet de l'Isère et par le département. À lire donc sur notre site alpes.france3.fr. Rencontre maintenant entre la championne de lancer du marteau Alexandra Tavernier et des élèves en section athlétisme dans un collège de Pringy, dans l'agglomération d'Annecy. Une rencontre initiée par 3 étudiants du même club d'athlétisme que la championne, qui s'est prêtée aux questions-réponses des élèves sur le sport de haut niveau, dopage compris. Xavier Schmitt, Christian Mathieu. Retour aux sources pour Alexandra Tavernier. Elle revient dans son ancien collège. Ah ouais, ils ont tout... Ah ouais.
Nous, c'était les vieux trucs, tu sais, en bois qui faisaient comme ça, là. Mon Dieu. La championne retrouve son ancien professeur d'éducation physique et aussi 3 étudiants membres de son club d'athlétisme d'Annecy. Ce sont eux qui ont organisé la visite. Généralement, j'évite. Ça fait des drôles de souvenirs, hein. On est ému parce qu'on revient en fait à zéro. Voilà. On revient aux sources, entre guillemets. C'est là où j'ai commencé l'athlétisme. Août 2015, championnat du monde d'athlétisme. 74 mètres 39, la lanceuse de marteau décroche la médaille de bronze. Wow. Rencontre avec un public conquis d'avance. Une centaine d'élèves du collège inscrits en section d'athlétisme. Beaucoup rêvent de suivre son exemple. Moi, j'aimerais bien faire le 100 mètres, sprint, parce que j'adore, je suis plus fort en ça. Alexandra, on la connaît très bien au club, Annecy Haute-Savoie Athlétisme. Elle est très proche des athlètes, on la connaît très bien. Et voilà, l'objectif, c'est de parler d'elle, des sportifs de haut niveau, partager l'expérience avec les enfants. La championne évoque son parcours, son entraînement ou la lutte contre le dopage. Elle transmet aussi une leçon de vie. Surtout ne jamais baisser les bras, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à un moment donné qu'il faut dire bon j'y arrive pas, j'arrête. Non, c'est vraiment déjà pour leur propre développement personnel, essayer vraiment de continuer et de grandir. Alexandra Tavernier, bientôt 22 ans, s'en retourne préparer son prochain défi, les Jeux Olympiques de Rio. Connaissez-vous la maison Keller, au bord de la Romanche, en Isère? Cette demeure insolite, construite en 1912 pour l'industriel Charles Albert Keller, a notamment servi de décor pour le film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Aujourd'hui, son propriétaire envisage de lui offrir une nouvelle vie. Xavier Schmitt, Dominique Bourget. Elle domine la Romanche, orgueilleuse, mystérieuse, la maison Keller. Elle a été construite en 1912, puis agrandie en 1930. Un ajout spectaculaire. 2 rotondes sur pilotis. Un nouveau matériau, le béton, associé à la pierre et au bois. Une audace technique et une dimension hors du commun, plus de 1700 mètres carrés qui sort de l'ordinaire et qui domine la vallée, et surtout la Romanche. La demeure conserve quelques vestiges de son faste d'antan. Vitraux, céramiques, boiseries de style Art Nouveau. Le maître des lieux était Charles Albert Keller, un industriel novateur, un pionnier de l'électrométallurgie, un seigneur de la fonte. C'est un pavillon qui représente un peu toute sa puissance, tout ce qu'il a mis dans cette production à la fois hydroélectrique et production électrométallurgique. 26 pièces sur 4 étages. Le capitaine d'industrie cohabitait avec ses ingénieurs. Et de là-haut, il avait l'œil sur ses usines. Aujourd'hui, des investisseurs veulent sauver son pavillon de l'oubli et de la ruine. Un projet de réhabilitation avec bureaux, espaces de loisirs et restaurant panoramique. Donc nous sommes donc dans cette partie futur restaurant qui va être donc installée dans un lieu entièrement restauré à l'identique. Et ensuite donc la réalisation d'une brasserie située donc au rez-de-chaussée, un espace muséographique dédié à Charles Albert Keller. L'industriel né en 1874 est mort en 1940. Il voulut rester dans la vallée de la Romanche. Sa dernière demeure se trouve à côté de son ancienne maison de maître. Une idée de cadeau pour Noël, l'actualité de l'année vue par Cled 12. Le caricaturiste grenoblois sort son 11e calendrier pour 2016. Une éphéméride qui s'est doublée d'une exposition avec des héros célèbres de bande dessinée qui se rendent dans les commerces du quartier des Halles Saint-Clair. Nathalie Rapuc, Benoît Levaillant. Donc là, une série de dessins sur l'évolution. Dans son atelier, Cled 12 sélectionne des caricatures pour l'éphéméride. Des dessins créés lors de colloques ou de réunions qui relatent des faits de société. J'ai fait le guichet Twitter, le guichet Facebook, et puis une personne qui est là pour accueillir le client, mais qui se dit « mais qu'est-ce que je fais encore là ?» Est-ce que vraiment, il va y avoir encore des personnes bientôt derrière des guichets de la Poste, de la banque, de la CAF.
Voilà, il y a des L'objectif de petits l'éphéméride, dessins, rappeler ce qui s'est passé dans les domaines du sport, de la culture ou de la politique. L'esprit canal sous Bolloré, donc ça aussi, c'est un dessin que j'ai fait parce qu'avec la censure des guignols, etc. Voilà, les Le Pen, voilà, Marine Le Pen sera un détail de l'histoire du FN. On fait des dessins, c'est quand même aussi, c'est curatif, quoi. On est aussi bien qu'une pharmacie. Si les gens peuvent voir des dessins sur les 13 novembre et rire, ou sourire, ou avoir... Voilà, ça fera du bien, quoi, parce que voilà, il ne faut pas que les gens restent avec quelque chose en travers de la gorge. Le dessin, c'est un témoignage, et il faut témoigner de ça. Et il faut, voilà, nous, on n'est pas en dessinateur, on ne fait pas des minutes de silence, nous, on fait des minutes de dessin. Témoigner, c'est aussi valoriser des quartiers, aller à la rencontre des gens. La fin de l'année est l'occasion pour Clé de 12 de faire une exposition. Les héros de BD font leurs courses dans les commerces de proximité. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de lever le nez. Et le fait de suspendre des dessins et de les faire un petit peu bouger avec la ventilation, bah ça les pousse en fait à regarder ce qui se passe un peu autour d'eux. Et ça les pousse à découvrir effectivement ces dessins et à redécouvrir donc le quartier dans lequel finalement ils ont leurs habitudes. L'exposition La vie de quartier est visible chez BD Fugue à Grenoble jusqu'au 31 décembre. Actualité locale ou internationale, Clé de 12 varie les thèmes. Autant de sources d'inspiration au quotidien pour toujours plus de créativité. Je vous rappelle enfin la première information développée dans ce journal des Alpes. Alors que le contournement du passage à niveau meurtrier d'Allinges en Haute-Savoie était inauguré aujourd'hui, les familles des victimes se sont recueillies 7 ans après le drame qui a fait 7 jeunes victimes. À suivre, les prévisions météo, l'édition nationale. Merci de votre attention.